Ici, Perla, bonsoir et shalom d'Israël. Je voudrais dire 2-3 mots avant de parler du livre lui-même. Ce livre a été rédigé pendant une période assez longue de 18 mois où nous avions, Norbert et moi, étudié des dizaines et des dizaines d'articles. Et pas seulement ceux qui sont publiés par le GIEC ou ceux qui sont publiés par les COP ou par les médias, mais tous ceux qui sont publiés en langue anglaise, en langue française, en langue hébraïque et même en arabe. Et nous avions analysé ces articles de façon la plus objective possible, quitte à pouvoir éventuellement échanger des avis là-dessus. Ce qui est important à vous dire, c'est que ce livre permet à celui qui le lit à avoir une vision qui n'est pas limitée à ce qui se passe en Europe. Ce qui est dit dans les COP ou dans le GIEC ou au niveau des médias, en particulier en France, c'est plus ou moins ce que pensent les organisations internationales du climat. Alors que ceci ne concerne quasiment pas, j'insiste, quasiment pas la plupart des pays du monde. 80% des pays du monde sont des pays sous-développés. Leur problème n'est pas un problème d'émission de gaz carbonique ou de méthane. Leur problème, c'est la pénurie en eau. Le problème, c'est la famine, c'est le désert, c'est le fait que les forêts sont complètement détruites, etc. Et nous avons analysé donc ces éléments et ce livre permet de pouvoir, à chacun d'entre vous, de pouvoir avoir donc une vision globale, non seulement de ce qui se passe en Europe, mais ce qui se passe par exemple au Kazakhstan, en Chine, en Inde, en Israël, etc. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais dire 2-3 choses très simples. Ce livre permet de répondre à un certain nombre de questions qui sont simples. Y a-t-il un changement climatique? Oui, il y a un changement climatique. Est-ce que ce changement climatique est plus important que ce qui a été fait ce qui a eu lieu dans le passé? Oui, il est plus important, beaucoup plus important que ce qui a eu lieu dans le passé. Est-ce que ce changement climatique va entraîner automatiquement des catastrophes? Non, en aucun cas. C'est ce genre de choses qui est malheureusement diffusé par toutes sortes de politiciens ou de médias qui n'approfondissent pas la question ou de groupes d'intérêt qui ont intérêt à diffuser la peur, l'anxiété. Ce changement climatique peut non seulement ne pas diffuser de catastrophes, mais peut aussi constituer une opportunité. Est-ce qu'il y a des solutions pour les problèmes que pose le changement climatique? Oui, sans aucun doute. Pour chaque problème, il y a des solutions. Et ces solutions, d'ailleurs, ont été inventées dans beaucoup de pays, mais essentiellement en Israël, et peuvent être utilisées par tout le monde. Donc, toute la question qui consiste à diffuser la peur ou à diffuser un certain pessimisme au niveau de la population est basée sur des manipulations et n'est pas fondée scientifiquement sur quelque chose de sérieux. Tout ça, ça ne vaut rien sur le plan scientifique. Nous l'avons trouvé, nous l'avons compris et nous tenons à vous le dire parce que la première chose à comprendre, tout ça sur le plan scientifique est fondé sur peu de choses. Alors, en particulier, si on commence par parler de problèmes essentiels, il y a une loi de l'évolution qui a été faite par Darwin, Charles Darwin. Cette loi de l'évolution n'a rien à voir
avec ce qui a été présenté par le GIEC comme une voie de l'évolution qui consiste à rapprocher des statistiques de température globale du monde avec des émissions de gaz de serre. Ce sont des statistiques qui n'ont très peu de rapport entre eux et ce n'est surtout pas une loi de type scientifique. Par contre, il y a une loi scientifique, c'est celle de Charles Darwin qui dit ceci: en permanence, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est en permanence. L'environnement change. L'environnement change des fois lentement, des fois rapidement. Et ce changement d'environnement crée un problème. Il y a des pays qui sont très puissants et qui ne s'adaptent pas et qui perdent de leur puissance. Il y a des peuples très puissants qui ne s'adaptent pas et qui peuvent même disparaître. Pensez à ce qui se passe en Syrie, au Venezuela, au Yémen, etc. Mais il y a aussi des peuples qui perdent de leur capacité et il y a des peuples au contraire qui se développent grâce à ce changement dans la mesure où ils ont pu trouver comment réagir et s'adapter à ce changement. Alors, je voudrais, puisque je vous ai dit que notre livre parlait de tout ce qui se passe dans le monde, dire 2-3 choses de façon générale. Par exemple, vous ne savez peut-être pas que la région du delta des deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui a été à l'origine de la civilisation moderne, la région qui a donné Babylone, qui a donné Ur en Chaldée, etc., qui est extrêmement riche d'antiquité, est en train aujourd'hui quasiment de disparaître. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le Tigre et l'Euphrate n'ont plus d'eau. On peut traverser à pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Irak, qui est le pays qui dirige, auquel fait partie cette région, eh bien, il a deux amis, deux grands amis. Un, c'est la Turquie, qui prétend le défendre contre tous ses ennemis. Et l'autre, c'est l'Iran, qui prétend le défendre contre les autres ennemis. Eh bien, les deux pays, qui sont des amis, ont fait des barrages et ont pris toute l'eau. Et dans le monde aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui permette de stopper le fait de prendre l'eau aux pays en amont. Les pays en amont peuvent prendre toute l'eau qu'ils veulent. Et les autres se retrouvent complètement dans le problème. Alors, une autre chose dont je voulais aussi vous parler, qui est intéressante, c'est une chose qui n'est pas connue, c'est que l'Algérie, juste après l'indépendance, a fait quelque chose d'exceptionnel. Elle ne voulait pas que le Sahara puisse transformer le pays en un désert. Elle a créé une forêt, pas des bois, pas du bois, pas des plantations d'arbres. Elle a créé une véritable forêt et un système bio-équilibré qui fait que si jamais un arbre a des problèmes, les arbres à côté font en sorte que ces problèmes se résolvent. Et ça a été fait par une sélection extrêmement intelligente des pousses, des plantes qui ont été faites. Aujourd'hui, la forêt est faite et l'Algérie n'a pas demandé d'argent à l'ONU pour faire cette forêt parce qu'elle savait qu'elle n'aurait pas eu d'argent. Quand les pays africains qui sont à la frontière du Sahel ont demandé de l'argent à l'ONU, eh bien, ils n'ont rien eu. Ils ont été obligés d'organiser leur barrière, qui a été faite d'ailleurs avec le même esprit que la barrière d'Algérie, avec l'inspiration des Algériens, et qui a permis donc qui est en train de permettre de pouvoir d'arrêter le désert au niveau du Sahel. L'autre point qui est intéressant et qui n'est pas connu, c'est celui de la Libye. La Libye avait un contrat avec une société américaine qui s'appelle Occidental Petroleum. Et cette société a fait des forages partout pour chercher le pétrole. Contrairement à ce qui se fait dans le monde, elle n'a pas fait de forage à
200 ou 300 mètres, elle a fait des forages à 1800 et 2000 mètres. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en Israël. Et là, elle a trouvé de l'eau. Elle a trouvé de l'eau au Sahara. Elle a trouvé non pas des petites quantités d'eau, elle a trouvé des quantités gigantesques d'eau. Des quantités qui permettraient, s'il y avait une organisation internationale qui veut bien essayer de penser à l'avenir du monde et non pas à l'avenir des pays développés, qui aurait pu commencer à récupérer le désert du Sahara avec toutes les conséquences. Eh bien, il n'y a pas d'organisation. Kadhafi a commencé à investir des sommes gigantesques pour pomper l'eau, pour l'amener en Abyssinie antipolitaine, et il a commencé à transformer la zone côtière en une zone fertile. Malheureusement, il a été assassiné, et depuis, c'est le chaos, et bien entendu, on a tout arrêté. Et malheureusement, les pays à côté qui ont accès aux mêmes quantités d'eau, je parle de l'Égypte, du Soudan, du Tchad, n'ont rien fait. Voilà, j'arrête et je passe la parole à Norbert. Merci. Donc, Merci, Norbert va donc nous parler des différents développements, tout ce qu'on fait dans le monde, et également aborder ce qui se fait en Israël. Alors, comme vous l'a dit Ezra tout à l'heure, nous avons commencé par analyser ce qui se passe dans le monde et nous avons étudié des tas d'articles de tas de pays différents sur comment ces gens traitent partout leur environnement. On a finalement identifié 8 approches différentes. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces différentes approches, mais je vais vous en citer quelques-unes parmi les plus extrêmes. D'une part, il y a l'approche alarmiste, celle qui mène à ce qu'on appelle aujourd'hui la collapsologie, c'est-à-dire la situation va être totalement dramatique et tragique et l'humanité risque de disparaître. Cette approche est très spectaculaire et permet d'avoir accès à tous les médias parce que les médias vivent sur l'extraordinaire et non pas sur les trains qui arrivent à l'heure. À l'opposé, il y a l'approche dite climato-sceptique. Aujourd'hui, elle est très vilipendée. On pense que ce sont des imbéciles qui n'ont rien compris, qui ne veulent pas savoir ce que dit la science. En fait, c'est faux. Parmi les climato-sceptiques, il y a énormément de scientifiques. Simplement, ils veulent qu'on cesse de faire des projections sur la Lune et que l'on se rattache à la réalité que l'on peut constater année après année et de faire des projections à un horizon qui est raisonnable encore. On peut faire le parallèle avec les prévisions météorologiques. Si vous faites des prévisions météorologiques à une journée, ça marche. Là, il y a un écho. Qu'est-ce qui s'est passé? J'entends ma voix répétée. Oui, oui. Je vais couper un ou deux micros de plus. Merci. Donc, si vous faites des prévisions, en revanche, à 2 ans ou 3 ans, ces prévisions météorologiques n'ont aucune valeur scientifique, même si elles sont basées sur des modèles mathématiques intéressants. L'approche sur laquelle je vais me concentrer aujourd'hui, c'est celle qu'on a pu constater en Israël, parce que cette approche-là nous paraît globalement la plus efficace. La préoccupation pour l'environnement en Israël ne remonte pas aux années 80 comme dans la plupart des pays. Elle a commencé avant même la création de l'État. La région où se trouve Israël est une région avec la plupart des zones en pénurie d'eau. Il faut aller donc, la première des choses à faire, assurer qu'il y a un minimum d'eau suffisant pour que le pays puisse vivre, pour que les populations puissent vivre et puissent aussi faire leur développement économique. Donc, depuis le début de la création de l'État, ceci s'est institutionnalisé en politique d'État.
il y a eu, dans les premières années après la création de l'État, énormément de développement nécessaire pour accueillir les gens qui arrivaient. La population a été multipliée par 4 en moins de 10 ans. Et ça veut dire qu'il faut construire à tout va des logements et qu'il faut construire des voies d'accès, il faut construire des usines pour que les gens puissent trouver où travailler, etc. Ce développement s'est fait de manière un peu anarchique et le résultat a été des atteintes à l'environnement, à la biodiversité déjà, et il a fallu travailler là-dessus pour apporter les compétences nécessaires pour éviter ce genre d'écueil. C'est pour ça que la Société pour la protection de la nature en Israël, la Chevra Le'Haganat HaTeva, a été créée dès 1953. Et depuis, elle s'est développée, non pas dans la confrontation, comme souvent les écologistes dans le monde entier font, la confrontation avec les pouvoirs publics et avec les pouvoirs économiques. En Israël, elle s'est faite suivant le mode de fonctionnement de l'État, c'est-à-dire d'abord par consultation. Et les ONG ont très vite acquis un pouvoir statutaire qui leur permet d'influencer les décisions de développement locaux, régionaux et nationaux. Et statutairement, dans les commissions qui font de la planification, ces ONG écologiques en sont membres de plein droit. Je vais vous citer quelques exemples qui ont mené à ce que l'on voit aujourd'hui dans le pays, qui sont un développement de la biodiversité et non plus une perte de biodiversité, ce qui est très rare dans beaucoup de pays. Le premier exemple que je vais utiliser, c'est celui des fleurs. Vous allez me dire, quel est l'intérêt des fleurs? Voilà. La première campagne que la SPNI a menée au niveau national pour amener au changement de la loi et à mettre en place une loi de protection des espèces menacées, date donc de la fin des années 50 déjà, ça a été une campagne pour sauver les fleurs sauvages. Cette campagne a abouti assez rapidement, la loi a été votée, mais comment vous faites appliquer une loi comme ça sans mettre de gendarmes derrière chaque fleur dans tout le pays? Ce qui est évidemment impossible. Ça s'est fait très simplement. La SPNI a passé un accord avec le ministère de l'Éducation nationale pour que, dans l'enseignement des sciences naturelles, eh bien, la protection de la biodiversité soit incluse. Et c'est par les enfants que l'on a ainsi, à qui l'on a montré les effets positifs et négatifs des politiques que l'on peut avoir, qui a fait que les enfants ont imposé à leurs parents de ne plus cueillir les fleurs sauvages et de les laisser se développer. Ce que je vous montre ici, ce champ de fleurs, c'est ce qui a été photographié en début d'année près de la mer Morte. On n'imagine pas les flancs de la mer Morte couverts de fleurs de cette manière-là. On les voit désertiques. Elles le sont dans la plupart du reste de l'année. Mais voyez au printemps ce que ça a donné. C'est une merveille. Maintenant, dans les plans d'un pays, comment chiffrer cela? Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la formule miracle pour mettre une valeur financière sur ce genre de choses, mais on sait que ça a une valeur au moins sur le plan de la santé des gens, sur le plan de la lutte contre la pollution de l'air, etc., etc. Et la biodiversité qui se développe. Autre exemple pour la biodiversité, au début, pour manquer d'eau en Israël, il a fallu réutiliser la totalité des ressources en eau qui étaient en surface, disponibles ou en profondeur, dans les nappes phréatiques ou dans toutes les rivières qui menaient à la mer. On a récupéré toute cette eau et on a ainsi asséché beaucoup de rivières et on les a énormément polluées. On est arrivé au stade où, je ne me souviens plus dans quelle année, c'était dans les années 80, lors d'une maccabiade à Tel Aviv, il y a eu un accident, il y a eu une passerelle au-dessus du Yarkon
qui permettait aux athlètes de passer du village où ils habitaient vers les stades, cette passerelle s'est effondrée. Une vingtaine d'athlètes sont tombés dans l'eau. C'était des athlètes, ils savaient nager. Ce n'était pas un problème. L'un d'entre eux est mort par empoisonnement. L'eau de la rivière était tellement polluée qu'il est mort d'empoisonnement. On était à un stade extrêmement grave des choses. La SPNI a apporté sa compétence, encore une fois, sur la manière dont il fallait dépolluer les rivières. Des plans ont été mis en place pour chacune des rivières du pays, depuis le Jourdain jusqu'au Yarkon qui traverse Tel Aviv, ou à la rivière qui traverse Haïfa et dans laquelle toutes les usines pétrochimiques qui bordent de la zone de Haïfa déversaient leurs déchets. Et aujourd'hui, le savoir-faire acquis par Israël pour dépolluer les fonds des rivières a permis aujourd'hui à ce que ce soit des entreprises et des organismes israéliens à qui le gouvernement de l'Inde a confié la mission de nettoyer le Gange, par exemple. C'est vous dire l'ampleur du problème et l'ampleur du savoir-faire aussi que les Israéliens ont acquis. Donc voilà quelques exemples que je voulais vous donner sur la manière d'approcher les choses. Dernier exemple, c'est celui de l'armée. Comme je vous disais, il y a eu un accord passé entre la SPNI et l'Éducation nationale. Il y en a eu un autre passé entre la SPNI et l'armée, de manière à ce que, d'une part, dans l'enseignement, pour devenir officier en Israël, il y a toute une partie qui est consacrée à la protection de l'environnement. Et pour réaliser ces enseignements, il y a un accord qui a été passé en même temps pour que ça puisse se faire déjà dans les écoles, c'est que un certain nombre de soldats et de soldates, parce ce sont en majorité des femmes, deviennent des enseignantes de la protection de l'environnement pour les écoles militaires comme pour les écoles, toutes les écoles civiques, et elles interviennent dans toutes les écoles du pays, de par décision du ministère de l'Éducation nationale, pour un cours sur la protection de l'environnement, de la biodiversité, etc. J'en parle d'autant plus facilement que, actuellement, une de mes petites filles est enseignante à l'armée pour ce genre de choses et elle reçoit des groupes d'enfants et elle reçoit des groupes d'aspirants officiers pour leur enseigner ce genre de choses. Donc voilà comment fonctionne la société israélienne dans ce domaine et comme vous le voyez, c'est très très loin de ce que recommandent les partis verts dans toute l'Europe et dans le reste du monde. L'approche à la Greta Thunberg, par exemple, est une vraie catastrophe dans ce domaine parce qu'elle décourage tout le monde en disant que de toute façon, tout est foutu déjà. Donc, c'est vraiment la dernière des choses à faire. Tout cet ensemble de méthodes et d'approches des choses n'est pas nécessairement basé seulement sur la haute technologie. Cette haute technologie s'applique par exemple pour l'agriculture et Ezra vous en dira un mot tout à l'heure. Mais elle s'applique aussi tout simplement avec des moyens très simples. Ainsi, un kibbutz de la vallée du Jourdain, le nom m'échappe, il me reviendra. Ce kibbutz de la vallée du Jourdain avait décidé, déjà dans les années 70, de supprimer tous les pesticides et tous les produits phytosanitaires chimiques de manière à arriver à une agriculture bio réelle et qui fonctionne. Et il y a un domaine dans lequel il fallait agir rapidement, c'était celui de l'élimination des rongeurs, lesquels rongeurs, un peu partout dans le monde, lorsque l'on n'utilise pas de produits pour les éliminer, consomment à peu près 30 à 40% de ce qui est planté. Il fallait donc éliminer cela, mais les éliminer avec des produits chimiques, ils n'en voulaient pas.
Donc, ils ont simplement fait appel à la nature, encore une fois, en mettant un maximum de nids pour des chouettes la nuit et pour des rapaces pendant le jour. Et ces nids mis dans leurs champs, dans leurs vergers, ont amené à la suppression totale de l'utilisation de pesticides dans ces domaines-là. La méthode a été non seulement très efficace, mais elle a protégé tout le reste de l'environnement avec beaucoup de bienfaits pour l'agriculture en général. Les Israéliens en ont beaucoup parlé. Le ministère de l'Agriculture l'a recommandé dans toutes les exploitations agricoles en Israël. La méthode s'est généralisée. Les Jordaniens et les Palestiniens, qui sont très proches et qui suivent ce qui se passe en Israël, ont décidé de faire de même. Ils se sont adressés à ce kibbutz qui leur a dit comment fabriquer les nids, quel type de nids utiliser, où les utiliser. Et aujourd'hui, la méthode israélienne s'est répandue de la Jordanie jusqu'à la Grèce, dans tout l'est de la Méditerranée. Voilà un exemple, encore une fois, des choses que l'on peut faire si l'on étudie correctement les conditions locales et qu'on ne fait pas des grands projets décidés par un ministère qui est loin des choses, et loin de la vie, et loin donc de la capacité à comprendre son propre environnement. Le dernier exemple que je voudrais mentionner, c'est celui des feux de forêt, parce que ça rejoint la déforestation et tout le travail qui se fait pour lutter contre cette déforestation. Bon, j'ai été coupé là, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend, on vous entend, on vous entend. C'est simplement Alors, votre écran arrière qui est reparu devant. oui, d'accord, j'ai compris. Effectivement, j'en ai plus besoin de l'écran arrière. Oui, Oui, je vais c'était pour les feux de forêt. Je finis là-dessus, j'en ai pour 30 secondes. Il y a eu un très grave incendie sur le Carmel il y a 4-5 ans, où il y a eu des dizaines de morts, incendie de forêt. Cet incendie de forêt est en grande partie dû, et les feux de forêt qu'il y a chaque année en Israël, surtout avec le réchauffement climatique, les feux de forêt se sont intensifiés, sont en général dus au fait que les forêts qui ont été plantées par le KKL étaient des forêts en monoculture, c'est-à-dire on plantait une espèce d'arbre et une seule. Ça n'assure pas la durabilité de la forêt quand on le fait de cette manière-là. La SPNI a apporté ses compétences là aussi, et ils ont discuté avec le KKL, ils ont discuté avec le gouvernement, et ils ont mis en place une procédure qui permet de régénérer la forêt et non pas de replanter des forêts, et de les régénérer à partir des espèces locales natives. Et aujourd'hui, les forêts qui se redéveloppent avec Israël, d'abord, elles se sont développées beaucoup plus vite qu'on ne s'y attendait. Et aujourd'hui, ce savoir-faire est aussi exporté largement dans le monde. Quand je dis exporter, ce n'est pas nécessairement d'ailleurs parce qu'on vend quelque chose, mais c'est partager son savoir-faire. C'est aussi un des principes d'Israël dans ce domaine de la coopération internationale. Et ça, Ezra va vous en parler beaucoup plus en détail. Merci pour l'instant. Tout à l'heure, à vos questions, si vous en avez. Est-ce que vous voulez qu'on pose des questions maintenant ou bien est-ce que vous voulez qu'on les garde pour après? Non, Ezra a encore des choses à dire, probablement. On verra tout à l'heure. Pour l'instant, c'est au tour d'Ezra qui a de prendre la parole. Oui, il faut qu'il reprenne son micro. Pour l'instant, son micro est coupé, je le remets. J'ai dû le couper parce qu'il y avait de l'écho tout à l'heure. D'accord. Voilà, il faut que Ezra veuille bien remettre son micro. Voilà, ça y est, c'est bon. Bon, Ezra, vous pouvez y aller. vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Il faut comprendre ce que a expliqué Norbert. Il est indispensable de comprendre l'approche israélienne, qui est très, très, très différente de l'approche des autres pays, et en particulier de l'approche française. Premièrement, c'est très important de comprendre que nous ne donnons pas beaucoup d'importance
aux déclarations, à toutes les déclarations, d'ailleurs même à nos politiques à nous. C'est-à-dire qu'une déclaration internationale, une déclaration de politiciens écolos, une déclaration de pays hostiles, bien on l'écoute, on essaie de comprendre ce qui est dit et ce qui est non dit, mais l'important pour nous, ce n'est pas les paroles, ce sont les faits. Nous voyons tout de suite dans les faits comment ça se passe. Et dans les faits, nous en tirons des conséquences. La deuxième chose, c'est que nous travaillons non pas à partir d'une sorte de morale générale, de political correct, nous travaillons à partir du judaïsme. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça n'a rien à voir avec la façon avec laquelle les écologistes traitent le problème d'écologie. Pourquoi? Le judaïsme dit que le monde a été créé de façon qui nécessite une réparation et que notre objectif à nous, le peuple juif et l'humanité, c'est de faire cette réparation et de créer un monde meilleur. Et donc, pour nous, c'est essentiel de chercher toutes les solutions possibles et imaginables, de comprendre ce qui doit être corrigé et de créer un monde meilleur. Et la troisième chose que je tiens à expliquer, c'est qu'on met en œuvre notre capacité d'innovation, notre capacité de high-tech, notre capacité de réflexion pour chercher des solutions concrètes à des problèmes concrets. Et à ce sujet, je voudrais dire qu'il n'y a pas de problème qui est lié aux modifications de l'environnement suite au changement climatique qui n'a pas de solution en Israël. Tous les problèmes ont des solutions en Israël. Non, pour comprendre ceci, je voudrais expliquer que tout ça est lié à un point de vue qui est celui du sionisme. Quand on a cherché à lancer le projet sioniste au début du XXe siècle et qu'on a fait des efforts pour comprendre ce qu'était le pays d'Israël à cette époque, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de sol fertile, la vallée principale d'Israël, qui était la plus riche à l'époque où le peuple juif y vivait, était complètement inondée, était devenue une sorte de terre de paludisme. 60% du pays était un désert, une autre partie du pays était infertile, recouverte de sable, et donc les penseurs du sionisme, qui étaient des prophètes, ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne pourra pas recevoir plus qu'1 million de personnes. Alors, le peuple juif, c'est ça notre objectif en Israël, c'est de recevoir tout le peuple juif. Et le peuple juif, ça représente 14, 15 millions aujourd'hui, mais là-bas, à cette époque-là, c'était beaucoup plus, c'était avant la Shoah, c'était 20 millions. Comment on va faire? Eh bien, l'idée principale du sionisme depuis 1910 a été de régénérer l'environnement pour pouvoir recevoir tout le peuple juif. Aujourd'hui, nous avons reçu à peu près 45% du peuple juif et le pays est capable de recevoir 70 à 80% du peuple juif déjà. Et nous allons continuer à régénérer la terre d'Israël pour lui permettre de recevoir cette population avec le niveau de vie que nous avons aujourd'hui, qui est celui du 15e pays du monde par rapport aux 37 pays développés de l'OCDE. Alors, je voudrais expliquer comment ça se passe. Quels sont les problèmes principaux que nous avions quand nous avons décidé de régénérer le peuple juif, et ceci, je parle depuis 1910.
je dis les sionistes depuis 1910. Le premier problème était le problème des arbres. Israël appartenait au pays, enfin, à l'Empire ottoman. L'Empire ottoman avait besoin de chemin de fer. Eh bien, ils ont détruit tous les arbres du pays. Il n'y avait pas du tout d'arbres en Israël quand les premiers sionistes sont venus s'installer. Et bien entendu, suivant la Bible, l'homme n'est que l'arbre des champs, ce que nous expliquons nous en disant, s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de société. Donc, le premier effort qui a été fait, d'ailleurs ça a été fait avec le soutien de tout le peuple juif du monde, a été de planter des arbres. Et les tirelires du KKL étaient destinés à planter des arbres, à transformer des territoires pour planter des arbres et à arriver à régénérer toute la partie des arbres en Israël. Aujourd'hui, comme l'a dit Norbert, les enfants plantent des arbres, les adultes plantent des arbres, il y a la fête des arbres, il y a le fait que n'importe quelle personne qui a une terrasse ou qui a un jardin plante des arbres, et nous avons à peu près l'équivalent de 10% du territoire qui est couvert par des arbres. Et comme dit Norbert, aujourd'hui, ce ne sont pas des plantations de conifères qui brûlent facilement, ce sont, comme les Algériens, des plantations de forêt. Le deuxième point qui était important, c'était l'eau. Et Norbert a parlé du recyclage de l'eau. Je voudrais dire là-dessus, je vous ai dit que, avant de parler de l'eau, excusez-moi, il faut que je parle du désert. Le projet sioniste a eu des prophètes qui ont planté des arbres. Le projet sioniste a eu un grand prophète, David Ben Gurion, qui a décidé de mobiliser tout le pays à reconquérir le désert. Vous savez, je ne pense pas, en dehors simplement de la reconstitution de la mer d'Aral, où il y a eu un désert du Kazakhstan qui a été en partie recueilli, reconstitué en partie, je ne pense pas qu'il existe au monde un pays qui a reconquis comme ça le désert. Aujourd'hui, 25% du Negev ne ressemble plus au désert. On ne voit pas de différence avec le reste du pays. Il y a là-bas non seulement les cultures modernes, mais il y a aussi l'industrie, il y a le high-tech, il y a les universités, etc. Mais pas seulement ça. Il y a 25% du pays supplémentaire qui est en cours d'être reconquis. Et ce qu'on disait, ce que a dit Ben Gurion, c'est qu'il ne suffit pas de reconquérir les ailes, il faut le faire fleurir. Vous savez, ce qu'a dit Norbert, comme quoi on ne peut pas cueillir des fleurs sauvages, c'est vrai, mais on ne peut pas cueillir des fleurs du tout. Il est interdit, mais personne n'applique, il n'y a pas de gendarme, personne ne cueille de fleurs. Les fleurs appartiennent à la communauté. Ceux qui cueillent des fleurs portent préjudice à la communauté. Et il faut planter des fleurs. Et il y a des jardins et des fleurs partout. Maintenant, je parlais encore une fois du troisième point, c'est l'eau. Et là, le grand prophète, c'est Ariel Sharon. Le problème de l'eau est celui-ci. Les sources d'eau d'Israël viennent du nord. Et le nord, c'est les sources avec des affluents qui viennent soit du Liban, soit de Syrie. Et à plusieurs reprises, des pays hostiles ont essayé de couper l'eau. Et l'eau vient du lac de Tibériade, et du lac de Tibériade, il faut l'envoyer avec des... Étant donné que le lac est à moins 400 mètres, il faut faire du pompage, ça coûte très cher au point de vue de l'électricité. Ce qu'a essayé de faire Ariel Sharon, quand il y a eu une réduction de 30% des ressources en eau par suite du changement climatique, c'est le dessalement. Mais le problème du dessalement, c'est qu'il coûtait très cher dans le monde entier. Il coûtait l'équivalent de 70, 75 cents le mètre cube. Et en particulier,
parce qu'il y avait un accord entre les grandes sociétés, dont Veolia au passage, mais entre les grandes aussi sociétés japonaises et américaines qui fournissent les membranes pour vendre cher. Et ce qu'a fait Sharon, c'est une sorte d'adjudication internationale disant, écoutez, nous sommes prêts à faire des installations qui sont gigantesques, que vous n'avez jamais fait, de l'ordre de 600 millions de mètres cubes par an, si nous avons une production d'eau potable à partir d'eau dessalée à 55 mètres cubes. Non pas 65, non pas 70, 50. Et tous ces conseillers ont un peu rigolé en disant, mais ça marche pas, va marcher. Et l'adjudication a été faite au monde entier. Nous avons reçu une offre à 48 cm3. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la grande société israélienne qui s'est développée dans ce domaine, IDE, fournit des installations à 43 cm. C'est-à-dire que nous avons de l'eau dessalée moins chère que l'eau qui venait du lac Tibériade. Et nous pouvons à partir de là non seulement régler le problème de l'eau indépendamment de l'hostilité du Liban ou de la Syrie, mais nous pouvons aussi réintroduire de l'eau au niveau des rivières. Nous avons commencé par remplir de nouveau le lac Tibériade et nous allons développer toute la région du Jourdain Nord. Une des participantes a fait remarquer à Norbert que le kibbutz qui a fait ceci, c'est Sde Eliyahu. Sde Eliyahu se trouve dans une zone essentielle pour Israël, parce que c'est la zone du Jourdain. C'est la frontière au travers de laquelle des pays comme l'Irak, comme la Syrie, comme éventuellement l'Iran, pourraient s'introduire. Enfin, la Jordanie n'est pas en mesure de pouvoir les freiner. Donc il nous faut à tout prix avoir tout au long du Jourdain une population qui puisse arrêter des envahisseurs le temps que notre armée, qui est l'armée de volontaires, puisse arriver. Mais cette région est très, très difficile. Il y a une température de l'ordre de 45 à 50 degrés et le sol est affreusement difficile. Il a une capacité de cultivabilité très faible. Donc les gens qui y sont des gens qui cherchent vraiment à investir le maximum de la capacité pour tenir. Et ce kibbutz d'Eliyahu a permis de trouver des solutions, non seulement en Jordanie, dans le monde entier, y compris en Afrique, en Amérique latine, en Europe, partout. Sde Eliyahu envoie soit des papillons, soit des rongeurs, soit des insectes de toutes sortes pour pouvoir régler le problème des pesticides, ne pas les utiliser et les remplacer par le travail écologique. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une capacité particulière des Israéliens qui cherchent à traiter l'environnement pour faire du pays un pays qui soit capable à accroître son niveau de vie et à recevoir tout le peuple juif au fur et à mesure qu'il viendra. Merci, j'ai fini. Merci beaucoup. J'ai une première question qui m'a été soufflée. En fait, j'ai deux questions. J'aurais des petites remarques. Vas-y. Oui. En fait, ce que j'ai compris en lisant le livre, et puis avec surtout ce que vous venez de nous dire, l'écologie faisant partie du projet sioniste, on comprend bien qu'en Israël, un pouvoir vert politique n'a pas sa place, ni de voix d'ailleurs. Est-ce vrai? C'est exact, il n'y a pas de parti vert en Israël. Il y a eu une tentative une année pour que un groupe de gens qui s'intitulait Parti vert s'est présenté. Ils n'ont obtenu qu'une part très marginale du vote. Et
toutes les lois qui ont été passées, les lois écologiques qui ont été passées par la Knesset, l'ont été en étant préparées suivant le format suivant, c'est-à-dire d'une part les ONG et en grande partie la SPNI, qui a un département juridique important, ont établi un projet de loi, ont soumis ce projet de loi à un membre de la Knesset de la majorité et à un membre de l'opposition, et ces lois ont été votées en général par une très grande majorité des membres de la Knesset par ce biais-là. Et ça aussi, ça fait partie de la culture écologique qu'il y a en Israël, qui est à l'opposé de celle d'un parti qui se veut opposé aux autres partis dans le monde. Merci. Alors, on peut passer aux questions. Voilà, donc je vais vous poser les 2 questions qui sont venues là. La première, c'est qu'en est-il du projet qui fait un peu serpent de mer de jonction entre la Méditerranée et la mer Morte ou la mer Rouge et la mer Morte? Première question. Deuxième question, le titre de votre ouvrage parle d'une chance dans le changement climatique. Pourriez-vous préciser un peu plus quelle est la chance que vous voyez dans ce changement climatique? Oui, je peux répondre à ces 2 questions brièvement. La chance, c'est tout simplement que c'est un domaine ouvert parce qu'il est prioritaire au niveau du gouvernement. C'est en l'an 2000 que la priorité nationale a été donnée à un développement écologique, un développement durable. Et du coup, ça a été la porte ouverte pour des centaines de petites entreprises, de start-up qui ont démarré et qui aujourd'hui obtiennent des contrats importants dans le reste du monde dans ce domaine-là. L'autre, rappelez-moi quelle était l'autre question. La jonction entre la mer Morte et la mer Rouge de Méditerranée. D'autres projets. Alors, la jonction entre la mer Morte. Attendez, vous parlez tous les deux là. Alors, qui est-ce qui parle, Norbert ou Ezra? Non, je laisserai Ezra vous en parler plus en détail que moi. Je voulais juste dire un point. Il y a un projet qui reste un projet faisable. Ce n'est pas entre la mer Rouge, ce n'est pas entre la Méditerranée et la mer Morte, mais c'est entre la mer Rouge et la mer Morte. L'autre projet n'est pas viable vers la Méditerranée parce que pour des tas de raisons qui ne sont pas nécessaires d'expliquer ici, ce n'est pas fondamental, mais on en parle dans mon premier livre sur l'eau, par exemple, on en parle beaucoup. Et c'est un projet qui est très dépendant d'un accord avec la Jordanie. Or, les accords avec la Jordanie vont et viennent. Parfois, ils sont à l'ordre du jour, parfois, ils ne le sont pas, ce qui est très difficile pour développer un projet de cette importance au long terme. Donc, Ezra, à toi. Projet, Norbert, oui, vas-y. Bon, écoutez, contrairement à ce que les gens pensent, le projet mer Rouge, mer Morte existe, a été financé et a commencé. Il a commencé après avoir subi des affrontements considérables de groupes d'intérêts internationaux qui n'étaient pas intéressés à ce que le traitement de la mer Morte au point de vue de l'extraction des produits chimiques s'arrête, ou du moins qu'ils soient obligés à faire des concessions pour pouvoir régénérer la mer Morte. Et donc, ce qui a été fait est ceci. Premièrement, le projet a été étudié, il a été financé pour la partie israélienne par Israël, il a été financé pour la partie jordanienne par un certain nombre de pays dans le monde, y compris la France d'ailleurs. Deuxièmement, le projet a été conçu pour arriver à partir de Aqaba jusqu'à la mer Morte, avec différentes zones. Une première zone dans laquelle on pompe de l'eau de la mer Rouge, on la dessale, c'était israélienne qui devait la dessaler. L'eau va à la Rava pour pouvoir en faire une région très fertile. Et l'eau, en contrepartie, la Jordanie reçoit de l'eau pour Amman du lac de Tibériade. Puis, il y a des canalisations. Ce n'est pas
disons, un fleuve, c'est des canalisations importantes qui vont vers la mer Morte. Et de là, il y a une chute. La chute permet de récupérer du courant électrique. Le courant électrique permet de récupérer de l'eau dessalée. Et les trois pays, Jordanie, enfin, l'autorité palestinienne, ce n'est pas un pays, mais c'est une autorité, et Israël se mettent d'accord pour pouvoir récupérer cette zone qui est une zone désertique, le désert de Judée, et en faire une zone extrêmement fertile et y amener de l'agriculture et des touristes. Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on avait commencé à faire le projet? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les problèmes en Syrie. Et en Syrie, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu des problèmes et qu'il y a eu la guerre civile extrêmement cruelle? C'est qu'il y a eu des réfugiés partout. Parmi ces réfugiés, il y a 1 million de Syriens qui sont arrivés dans la vallée du Jourdain, du côté de la Jordanie. La Jordanie a très peur que cette population crée des difficultés sur le plan politique. Donc, elle a constitué une sorte de ville. C'est 1 million d'habitants, c'est pas petit. Elle leur interdit de travailler chez eux et elle se débrouille simplement pour qu'ils ne meurent pas. Ils ont des activités. Mais à partir de là, la Jordanie n'est pas intéressée du tout à transformer la zone du désert de Judée en une zone riche. Elle doit attendre que le problème se solve. Et entre-temps, le projet a été donc arrêté. Donc, ne pensez pas que le projet n'existe pas, simplement, l'explosion qu'il y a eu en Syrie ne permet pas de le poursuivre. Et c'est très embêtant pour la Jordanie, parce qu'elle n'a pas d'eau pour Amman, non pas pour, disons, la vallée du Jourdain. Amman n'a pas suffisamment d'eau. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Est-ce que je n'ai pas eu d'autres questions par écrit? Moi, j'en ai une. Vas-y, vas-y. En fait, de ce que je sais, la crise climatique, on parle beaucoup comme cause de cette crise les gaz à effet de serre, l'émission de gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre sont favorisés par l'élevage de bovins surtout. Et en Israël, je sais qu'Israël est le plus gros consommateur au monde de poulet. Donc, est-ce que l'élevage de bovins n'est pas élevé? En somme, il n'y aurait pas beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est surtout par la respiration des vaches qu'on a du méthane et danger pour l'environnement. Pas la respiration, les flatulences. C'est ce que je raconte. Bon, alors, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Rien ne prouve que les gaz à effet de serre ont un effet sur le changement climatique. Rien ne le prouve. Ah bon, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de facteur objectif. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on a intérêt pour d'autres raisons. Et je veux dire les raisons lesquelles. C'est que les gaz, dans les villes dans lesquelles on utilise le charbon et le pétrole, il y a des particules extrêmement fines qui entraînent une sorte de pollution très dangereuse pour la santé. Et donc, en Israël, nous avons arrêté d'ailleurs, ou quasiment arrêté l'utilisation du charbon et du pétrole. Hein. Nous remplaçons le tout par le gaz naturel qu'on a trouvé, et dans la région du Sud, c'est entièrement solaire quasiment. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'on cherche à accepter les idées qu'ont lancé le GIEC, comme quoi le gaz à effet de serre est une loi d'évolution qui produit la hausse du global. D'ailleurs, les 10 dernières années, sachez qu'il n'y a quasiment pas de corrélation entre l'élévation de la température globale et les gaz à effet de serre. D'accord? Mais ceci étant dit, c'est bien de développer l'énergie solaire dans laquelle le charbon et le pétrole. Je voudrais ajouter quelque chose spécifiquement sur l'élevage.
Aujourd'hui, il y a au moins 2 entreprises en Israël qui sont en train de construire des usines pour fabriquer de la viande. Je dis bien fabriquer et non pas élever. Comment ça va se faire? Ça va se faire à partir des cellules souches. Et ils sont capables aujourd'hui, à partir des cellules souches, en utilisant des technologies très avancées, de développer de la viande, non pas des animaux, mais de la viande, qui ne nécessite donc aucun abattage. Donc il n'y a plus de problème de cache-route, il n'y a plus de problème de terrain d'élevage avec les flatulences des vaches qui produisent du méthane qui part dans l'atmosphère, mais surtout qui polluent les sols, qui polluent l'environnement. C'est vrai également des élevages intensifs de poulets. Et il est possible aujourd'hui, donc ces 2 usines qui sont, une sera pour de la viande d'origine de poulet, l'autre pour de la viande bovine, et peuvent produire. Ils ont fait tester ces viandes par les chefs les plus illustres du pays et mondialement, de manière à voir si l'acceptabilité que cela pourra avoir. Et on pense que la production au niveau industriel, de manière à pouvoir commencer à peser sur les consommations mondiales dans ce domaine, vont commencer à partir de 2021. C'est un peu cher, non? Le prix du kilo? Non, justement, ce ne sera pas plus cher que le coût actuel. Ah bon? Bien. Ce qui était très cher, c'est le développement en laboratoire. Une française qui a lancé le projet le premier. D'accord. Ah oui, il y a beaucoup d'entreprises dans le monde qui ont lancé des projets comme ça. Non, je dis en Israël. Eux sont aussi avancés sur le plan industriel déjà. Très bien. 2 autres questions. L'une sur le rôle ou la part ou l'absence de rôle de l'énergie d'origine nucléaire. Et une autre sur les solutions au réchauffement actuel et notamment à la montée des eaux par la fonte des calottes glaciaires. Est-ce qu'il y a des solutions qui vous semblent existantes ou encore pour l'instant pas? Non, ben, tu vas répondre pour le nucléaire. Moi, je répondrai sur le problème de la fonte glaciaire. Ok. Sur le nucléaire, pas de problème. Israël dispose des technologies dont on aurait besoin s'il décidait de faire du développement nucléaire. La question s'est posée de nombreuses fois et à chaque fois, la conclusion était c'est un projet à la fois disproportionné et trop vulnérable pour que toute l'énergie du pays soit de cette source-là. Mais est-ce que ça vous semble une solution au problème énergétique en même temps qu'écologique? Alors, c'est pas une bonne solution au long terme. C'est une bonne solution transitoire actuelle lorsque l'objectif est de réduire absolument les gaz à effet de serre. Parce que la production de masse à ce niveau-là, il y a seules les centrales à charbon qui sont capables de fournir quelque chose d'aussi concentré que les centrales nucléaires. Et c'est pour ça qu'à terme, aujourd'hui, réinvestir dans ce domaine n'est pas une bonne idée. Continuer à exploiter les ressources actuelles en nucléaire jusqu'à ce que l'on ait pu remplacer le charbon par le solaire ou par d'autres sources d'énergie renouvelable, oui, ça c'est la bonne solution. Merci. Et donc Ezra, sur le problème de la fonte des calottes glaciaires. Oui, je vais rajouter quelque chose. On est actuellement en train de mettre au point des solutions de fusion. Point de vue nucléaire. Si ces solutions seront opérationnelles, elles ne sont pas encore opérationnelles, un problème très important, celui des déchets. Et ce qui se passe quand une centrale s'arrête aura une solution acceptable. Et ce problème, nous ne sommes pas convaincus en Israël qu'il est actuellement acceptable. Pas seulement sur le plan du danger qu'il représente, mais sur le plan de la pollution qu'il pourrait représenter s'il est mal traité. Nous avons choisi autre chose, hein, je le dis, nous avons choisi d'arriver au solaire par étapes, et déjà la région du Sud se trouve à 70% du solaire,
Première étape, c'est d'arrêter complètement le charbon et le pétrole, d'arrêter aussi l'essence des voitures, de passer pour grande partie à l'utilisation du gaz naturel et de remplacer le gaz naturel progressivement par le solaire. C'est la voie que nous avons choisie et non pas le nucléaire. Il y a un problème, bien entendu, qu'a dit Norbert, c'est que le nucléaire représente une cible extrêmement intéressante pour des pays comme l'Iran. D'accord? Et nous n'avons pas du tout envie de donner des cibles à nos ennemis. Alors, je reprends la seconde question. La question qui se pose est celle-ci. Un certain nombre d'alarmistes disent ceci: les glaces de la Baltique ou la pôle fondent, donc le niveau de la mer va monter, donc il y aura va monter beaucoup. Il y aura des pays qui vont être complètement inondés. Il y a même un pays qui a dit qu'il va disparaître. Écoutez, il est exact qu'il y a des fontes de neige dans un certain nombre de régions. Mais personne n'a prouvé de façon scientifique quel est le lien entre la fonte des neiges dans certaines régions et la hausse d'eau constatée en parallèle au niveau de la mer. Et les mesures qui ont été faites sont très différentes de ceux qui sont annoncés par les alarmistes. À ma connaissance, il s'agit de mesures de quelques centimètres et elles ne sont pas très importantes. Maintenant, il se peut que les choses changent dans le temps. Pour l'instant, les mesures qui ont été faites concrètement, je ne parle pas de la théorie que si jamais il y a dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, des fontes de neige, eh bien à ce moment-là, la mer va monter de façon invraisemblable. Je n'y crois pas d'ailleurs. Mais ceci étant dit, ce n'est pas quelque chose de fondé scientifiquement, ce sont des idées. Mais actuellement, il y a des réfugiés climatiques. Les Maldives vont disparaître. La montée des eaux au Bangladesh est évidente. Ça n'est pas une idéologie. Les Maldives vont disparaître. Quand? Actuellement, il y a déjà les premières îles qui sont noyées. Et si vous voyez un petit peu ce qui se passe là-bas, vous voyez que les villages sont obligés de reculer de plusieurs kilomètres sur le littoral. Quelle est la hauteur d'eau qui est montée? Actuellement, ça allait mesurer 70 cm à cet endroit. Bon. Il y a aussi les avancées de désert ailleurs. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, justement, je voudrais parler de ça. L'environnement qui change. Vers là, vous avez dit quelque chose de très important. Il faut comprendre quelque chose qui est ceci. Sur le plan de la quantité globale des précipitations qu'il y a dans le monde. Je parle maintenant non pas des problèmes de glace ou de ce genre, de la banquise, je parle de l'eau. Les précipitations n'ont pas baissé parce que la température a monté et l'évapotranspiration a monté. Alors, comment ça se fait qu'il y a la sécheresse? Parce qu'elles se produisent très, très, très différemment de ce qu'il y avait avant. Vous avez des régions comme le Sahel où c'est la sécheresse énorme, et vous avez des régions comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire, je connais bien l'Afrique, dans lesquelles vous avez des inondations. Et qu'est-ce qui est en train d'être mis en place dans ces régions? Par exemple, dans le massif du Fouta de Jalone, c'est que dans les régions qui ont reçu beaucoup plus d'eau à cause du changement climatique, on récupère l'eau pour essayer de l'envoyer dans la région de sécheresse. Et ceci, bien sûr, suppose une coopération qui n'est pas toujours, malheureusement, le lac de Tchad est en train de disparaître. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il se peut très bien que la hausse de l'eau dans les Maldives fait suite au fait qu'il y a un recul de l'eau dans d'autres régions. Ça, c'est possible. Mais de là à dire qu'il y aura une sorte d'inondation généralisée avec un niveau de la mer qui a monté, j'ai peur que ce soit le genre de frayeur que veulent certains groupes particulièrement puissants diffuser dans la population. Les Hollandais ont déjà commencé à remonter leurs digues parce qu'elles étaient trop basses par rapport au niveau actuel. Mais vous savez, les Hollandais ont aussi un problème très grave. C'est qu'ils n'ont pas pendant très longtemps travaillé sur leurs digues pour les renforcer. Donc, il se peut que ce n'est pas un problème. Ils remontent leurs digues, c'est très bien, mais il se peut que
Bien sûr, ils ont un problème, mais que le problème aussi est lié à l'entretien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui une entité mondiale qui cherche réellement à comprendre ce qui se passe sur le plan mondial en prenant en compte les intérêts des pays du monde entier. Écoutez, c'est invraisemblable qu'on passe du temps à parler des dégagements de gaz carbonique ou de méthane en ne parlant pas du fait qu'il y a des populations entières dans les pays développés, 80% des pays du monde, qui n'auront pas d'eau, qui n'auront pas de nourriture. Et ceci, on n'en parle pas. Ce n'est pas important. Et là, je veux dire quelque chose vraiment pour Israël. Nous faisons beaucoup pour nos amis africains là-dessus. Je m'excuse, j'ai mis un peu de passion. Mais ce n'est pas grave, au contraire. Non, parce que vraiment, je trouve que c'est absolument inadmissible de prendre en compte, quand on est une organisation internationale, les intérêts du monde. Je n'ai plus d'autres questions. Perla, tu en as? Oui, juste une petite remarque rigolote. C'est Macron qui a dit la semaine dernière, les écologistes, ça serait des Amish qui ont la nostalgie des lampes à huile. C'est un peu vrai alors? Ben, si on écoute ce que disent les écologistes en France, qui la politique pour pouvoir arriver au pouvoir. Ouais. Nous avons une très mauvaise opinion. Ce qu'a dit Lambert est exact. Mais une des raisons pour lesquelles on n'a pas de parti écologiste, c'est que nous avons une très, très, très mauvaise opinion de ce que font les écologistes une fois qu'ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent toutes sortes d'histoires pour dire que nous sommes un pays cruel et méchant, etc. C'est ça l'écologie pour eux. C'est que ce sont des manipulateurs. Très bien. Voilà, Perla, c'est à toi la main. J'ai remis le partage d'écran si tu veux afficher quelque chose. C'était juste dans une... Enfin, pour vous dire, mais ça, on pourra vous l'envoyer si... comment on fait? Oui, voilà. C'est... Voilà. Vous donnez la liste des... Pourquoi ça passe pas? Ah, voilà. Voilà, c'est vous donner un petit peu quelques références. Et donc, si vous les voulez, on peut vous le mettre par écrit. Hein. En fait, ça sera dans le dossier. Vous aurez l'enregistrement et ça sera dans l'enregistrement. Et donc, là, c'est... Je voudrais l'enlever. Bon, vous avez donc le livre, là, le premier livre. Enfin, ce n'est pas le premier, un autre livre de Norbert sur la crise mondiale de l'eau, hein, hydrodiplomatie, et puis le livre dont on a parlé là, défis climatiques, les deux sont disponibles sur Amazon, à la FNAC et aussi auprès de l'éditeur, hein, qui est les éditions de Passy. Et auprès de nous-mêmes d'ailleurs. Et puis auprès, voilà. On mettra on peut mettre vos adresses mail sur le fichier d'enregistrement, je le rajouterai. Voilà, eh bien, on n'a plus qu'à vous remercier chaleureusement. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. On a eu une bonne fréquentation de l'émission. Grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Merci de votre présence et de vos explications et de votre passion qui nous a rendu tout ça plus vivant. Merci Ezra, merci Norbert. Merci Perla d'avoir organisé ça ce soir. Donc, nous allons maintenant nous quitter. Si je vois qu'il reste quelques membres de notre loge, on fera une tenue très rapide pour parler de l'actualité, mais je crois qu'il y a des choses qui se disent actuellement à la télé. Ça serait peut-être intéressant de voir aussi à quelle sauce on va être mangé. Donc, ceux qui désirent partir, vous partez. Sûr. Et puis, s'il reste un peu de monde, on fera peut-être un rapide tour de table pour se donner des nouvelles les uns les autres pour les membres de la loge. Merci et au revoir. 4 semaines, et bonne tenue. 4 semaines de couvre-feu. Voilà, 4 semaines de couvre-feu. 4 semaines de couvre-feu. À partir de quelle heure? Alors, c'est de 21h à 6h du matin. Voilà, si j'ai bien vu ça.
Île-de-France plus 8 métropoles. Voilà, ça concerne Paris et les grandes villes de France, quoi, globalement. Les 8 métropoles, mais pas Bordeaux. Bordeaux n'est pas dedans. Voilà. Voilà. Toulouse, oui, mais pas Bordeaux. Bon, c'est pas. Voilà. Si ça peut aider. Bien. Oui. Voilà, il faut espérer. Oui, on peut essayer. Voilà. Donc, au revoir à ceux qui nous quittent et encore merci à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Alors, je remets les micros pour ceux qui restent. Badabadam. Voilà, vous pouvez remettre vos micros, ceux qui sont là. Voilà. Voilà, remettez vos micros, je suis en train de vous donner les autorisations. Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Oui, mais toujours pas d'image. Bah oui, mais ça, j'y peux rien, hein, Anna. Là, je peux rien faire. Non, non, mais Est-ce je que suis tu as pas vu curieux. la vidéo? Est-ce que tu as un petit trait sur la vidéo, le schéma de Je l'ai vidéo? enlevé, je l'ai enlevé. Tu l'as enlevé? Je vais l'enlever encore. Ah ben non, je l'ai enlevé, oui. Oui. Ou alors tu peux arrêter et refaire et rebrancher. Tout refaire. Arrête quoi, le tout? Il y a Mais du c'est remettre. depuis le début. Clique sur le même lien. Tu Ça n'a pas l'arrêtes et puis depuis le début. tu retournes sur le même. Il y a un gros doigt qui se balade. Des fois, ça aide. Oui, mais les mains qu'on voit, c'est celle d'Arlette. On voit très bien tes mains, Arlette, c'est très bien. Voilà. Alors, Et je Arlette, vérifie. le micro est coupé. Le micro Il y a Lulu. Voilà. Celui- Dimitri, remets ton micro. Allégria aussi. Mais je crois qu'elle est partie. Bon, elle est partie. Et Jacques, je ne sais pas qui c'est en vrai. C'est quelqu'un de la loge? Il y avait Jacques Meyerson, mais je n'ai pas reconnu. Ah, bah, c'est peut-être lui alors. Jacques C'est Meignier. le seul Jacques qu'on ait. Hein. Non, il n'est pas de la loge. Jacques Meignier. Mais ce monsieur n'est pas de la loge. D'accord. Et Josiane, vous êtes de la loge? Non, mais Non. très Alors, je agréable. vais me permettre de vous sortir si vous voulez bien. Voilà. Au revoir, Josiane. Au revoir. Merci. Mais on va la faire rentrer, hein, Josiane. Elle est partie. Ah non, elle n'est pas encore partie. Non, non, Attends, elle est encore là. Elle est encore partie. Voilà. Très bien. Bon, alors maintenant, on est entre nous. Voilà. Samuel, je ne sais pas qui c'est. Eh bien, Moi. c'est. moi. C'est lui. Oui, mais je vois, j'ai pas d'image. C'est Bah oui, Samuel moi non qui? plus. Ah, si, c'est Lulu. Non, 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 j'ai un autre Samuel là. Ah, Non. Si, j'ai Ok. Lulu que je vois, Mais qui s'appelle Samuel. et j'ai un autre truc qui s'appelle Samuel. Et c'est Tu Samuel. n'as pas d'ordinateur? C'est pas ton téléphone? non, c'est parce mobile? que par un moment, j'avais plus d'image, alors je suis rentré. Je suis mis sur les deux. Ah, d'accord, Je ok. demande à mon- Bon, très bien. Non. Et Allégria, est-ce que tu es là? Allégria? Gria ne semble pas être là. Non, elle n'est pas là, donc c'est pour ça qu'elle ne se reconnecte pas. Non, mais, Bon. Le dîner. mais si, elle est là, mais elle n'a pas remis son micro. Mais non, mais elle ne veut pas le remettre. Je lui dis de demander la réactivation et je ne peux pas le faire. De réactiver, je Elle n'y n'arrivera rentre pas. Arlette je pense aussi, qu'elle est- elle n'a pas activé son micro. Oui, mais ça, c'est parce qu'elle l'a coupé. Attends, je vais Et lui 77 56 14, c'est qui? 77 56 14, il n'est plus là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? oui. Alors, je suis donc là. Très bien, Voilà. Allégria, parfait. Et alors, il y a un certain Georges Ancel qui demande à rentrer. C'est pas dans la loge, ça. Georges Ancel? Ah oui? Ouais. H-A-N-S-E-L, si, il est dans la loge? Georges Ancel, ben, il faut l'accepter. Hein, Bah, non, mais il est dans la loge? Hein? Mais Non, il Pas est- dans la loge. Non, mais il Là, doit là, être c'est débrite. une liberté. Là, C'est un une- débris? Peut-être, je ne sais pas. Qu'il a Moi non invité. plus. L'auteur, c'est pas le. Non, Moi, non, j'ai je l'ai connu pas, je l'ai un pas Georges dans- Ah non, Ancel. non, non, c'est pas Ancel, E-N-C-E-L. Celui-là, je le connais. Non, non. Je Mais ne je l'ai sais pas pas qui dans ma c'est. liste. Ah, Je ne l'ai pas NCE. dans ma liste. Bon, alors je le vire.
Je le vire. Vous supprimez Georges Ancel. Arlette, Oui. on ne voit que tes mains. Voilà. Ah ben, moi non plus, je vois plus. Voilà. Ah, Si on te voit, ça y est, on te voit, Arlette. Voilà. Ah bon, mais c'est moi qui ne vous vois pas, c'est pas grave, je vous entends bien. Bah, parce que tu mets les mains devant, c'est pour ça que tu ne vois pas. Oui. Enlève ta main, Arlette. Voilà. Ça y est. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, on n'est plus très nombreux, donc on ne va pas faire grand-chose. Simplement, on est content de voir que tout le monde est à peu près en forme. Laurence, on t'a pas entendu encore? Non, Ça va? non, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Non, je vais beaucoup mieux que la dernière fois d'ailleurs. Bon. Ça se voit. Voilà. Non, ça va beaucoup mieux. La bonne mine. Merci. Non, mais ça va. Bon. Moins peur du Covid. Moins peur, Comme tout le monde. Oui, non, moins peur, mais il faut que je fasse attention. Enfin, faut qu'on fasse Tout le monde. attention parce que ça monte, hein, et puis j'ai des nouvelles en Angleterre, ça se passe très mal. Donc, j'ai ma sœur en Angleterre c'est compliqué en Angleterre. Voilà, c'est tout. Mais bon, non, mais on vit avec maintenant. De toute façon, on en a pour longtemps. Donc, Jusqu'à l'été 2021. En Israël aussi, en Israël, oui. Israël aussi, c'est difficile. Hein. Il n'y a pas qu'en Angleterre. Hein. Non, oui, je sais. En Israël, ils ont confiné et tout, mais. Moi, j'ai ma sœur qui est en Israël. Elle est complètement confinée. Et ça va commencer le déconfinement chez eux. Eh ben, j'espère. J'espère, mais ils peuvent plus sortir. Il est très dur. Très dur. Alors, C'est très dur. Claire, l'annonce du couvre-feu, c'est quoi et quand exactement? Alors, c'est 21 Ah, h elle est là. À partir de samedi. À partir de samedi, Allez, 21 Cléa. h pour 6 semaines. À partir de samedi. Il a corrigé. Il a corrigé, semble-t-il, à 6 semaines, mais bon. Ah bon? On va l'entendre plusieurs fois. Et c'est donc pour Paris et les grandes Île-de-France. métropoles. Non, mais pas tout. C'est Oui, pour ça, oui. il y a des métropoles, mais Voilà. dont pas forcément les plus grandes. Il y a Rouen là-dedans et il y en a un qui n'y sont pas. Il y en a Donc, un qui est à Bordeaux. Oui, parce que c'est trop loin. Il y a Alors- Nice. Et les vacances. Mireille. Vas-y, alors, taisez-vous, comme ça Mireille vous raconte, elle a écouté. Ce ne sont pas les plus grandes métropoles, puisque par exemple, il n'y a ni Marseille, ni Bordeaux, ni Montpellier, alors que ça avait été annoncé. Mais par contre, il y a par exemple Rouen. Donc, il y a 8 métropoles. Bon, pour nous, c'est 9 h à partir de samedi soir, avec des contrôles et avec des amendes. Ce qui veut dire ne pas sortir du tout à partir de 21 h, c'est ça? C'est ça. Entrer à 20 h. C'est ça. C'est ça. Pas de cinéma, Plus de cinéma, plus de resto, plus de théâtre. Le soir. Pardon? Les Plus de vacances restaurants, plus de cinéma, plus de théâtre le soir sur Paris. Vous allez pouvoir Et les vacances, Attendez. Monique, repose ta question, on n'entend rien. je disais, pour les vacances scolaires, donc les gens n'ont pas le droit de bouger? Non, ou- ils peuvent partir en vacances. Non, Si, on peut partir en vacances. C'est dans ces villes-là qu'il ne faut pas être dehors. C'est dans ces villes-là qu'il ne faut pas être dehors après 21 h. Mais si tu vas dans un bled quelconque, ça pose aucun problème. Il faut qu'ils reviennent. Il a bien expliqué qu'il n'avait pas voulu empêcher les vacances de la Toussaint, mais ce qu'il veut absolument, c'est empêcher les contacts avec des gens qui ne sont pas masqués, etc., etc. Et qu'il faut réduire jusqu'à, je crois, 3 000 au lieu de 20 000 les entrées en réa. Non, ça c'est les diagnostics positifs par jour. Marc, est-ce que tu peux arrêter l'enregistrement? Ouais. Bonne idée. Et pas de réunion à plus de 6 personnes. Ouais. 6 personnes. Même en privé.